soir du congrès, une information est venue dans tous les médias. Votre président, Maître Benoît Sankara, qui avait démissionné au début du congrès, a été reconduit comme président du parti. Dites-nous quelles ont été les motivations. Bon, dire qu'il a été reconduit, c'est trop dire. Voilà, parce que sa démission reste toujours sur la table. Voilà. Mais Sankara a estimé qu'après 20 ans à la tête du parti, après avoir mené tous ses combats et avoir positionné le parti là où il est, et aussi avoir contribué à former une jeune génération dans politique, il a estimé qu'il a assez de jeunes, d'hommes autour capables de présider aux destinées du parti et qui pouvaient maintenant se retirer. Voilà ce qu'il nous a dit. Et il a carrément surpris tout le monde. Il n'a pas laissé voir de fumée avant. Il nous a carrément surpris parce que, selon lui, s'il avait mis ça en débat, on aurait travaillé à rejeter totalement cela. Donc, il a essayé de nous surprendre. Et effectivement, au Congrès, nous avons pris acte. Mais aussi, vu les échéances à venir, et vu le Congrès qui avait un thème unique sur les élections, c'est vrai que nos textes disent que le Congrès est souverain. Et le Congrès peut connaître de tous les dossiers. Mais nous avons demandé au président M. Sankara de pouvoir surseoir un peu à sa démission. Nous prenons acte, nous ne rejetons pas, mais qu'il conduit ces élections-là. Et après les élections en 2021, nous devons aller en congrès ordinaire. Ça donnera le temps au parti de s'organiser pour pouvoir préparer l'équipe qui va présider désormais aux destinées du parti. Donc, de ce fait, ce n'était pas du tout une comédie. La démission est toujours sur la table et nous allons travailler à une victoire du parti après les élections et après quoi nous allons travailler à mettre une équipe pour lui permettre de se reposer et d'être aussi, comme il a dit, d'être un militant de base qui va aussi accompagner le parti. Okay. Vous avez bien dit que vous êtes en train d'élaborer les stratégies pour les campagnes à venir. Dites-nous, quelles sont vos ambitions pour 2020-2021? Ambition personnelle ou ambition personnelle? Ambition personnelle. Là, mes ambitions personnelles ne peuvent que s'inscrire dans les ambitions de mon parti. Voilà. Nous pensons qu'au sortir des élections, nous devons avoir en tout cas beaucoup de députés. Nous avons une idée de quel nombre il faut au moins réunir. Et donc pour cela, il faut un maillage territorial très efficace pour pouvoir engranger des victoires. Et donc je vous souhaiterais en tout cas être des acteurs qui vont davantage grandir l'image du parti. Serez-vous candidat? Certainement. Certainement, je serai candidat pour pouvoir, voilà, en tant que cadre du parti, et ce serait lâche de ma part pendant les joutes électoraux de me rétracter. Ok. Et vous serez candidat pour quelle circonscription? Le parti avisera. Le parti avisera parce que vous savez que toutes les listes sont soumises au parti et le parti qui décide du classement. Donc, je sais simplement que je serai candidat. Pour quelle circonscription, le parti en avisera. Okay. Nous allons basculer sur la question sécuritaire dans la région de l'Est, qui est votre région d'origine. Dites-nous, quelle est l'analyse que vous faites lorsque vous entendez parler des attaques terroristes, vous entendez parler d'enlèvement, vous entendez parler de postes de police, de postes de douane brûlés? Ouais. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne pour ma région. Pour ceux qui suivent un peu mes posts, j'ai souvent posté des appels par rapport à la situation dans notre région. En tant que fils de la région, je ne peux pas avoir autre sentiment que le sentiment d'une région abandonnée. Ouais. J'ai l'impression que ma région, pendant longtemps, a été abandonnée. Et quand je dis abandonnée, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Voilà. Il y a des gens qui ont présidé aux destinées de ce pays et pendant 27 ans n'ont fait que travailler à exploiter nos ressources phoniques, nos ressources minières dans la région sans un minimum d'investissement en matière de désenclavement, en matière routière, rien. Donc, et vous savez bien que sur tous les cieux, les régions abandonnées deviennent des terreaux fertiles pour les vendeurs d'illusions et aussi ceux qui sont motivés par le mal. Donc, ce n'est pas étonnant que le tourisme ait pu prospérer un peu dans la région. Nous sommes une région, disons, un peu forestière, vaste, avec une densité de population faible. Et je sais, dans les années 2011, on disait que sur 9 têtes d'animaux sauvages, on retrouvait 7 à la région de l'Est et les 2 autres, on les retrouvait dans les autres régions qui se répartissaient. Donc pour dire la richesse faunique de la région et dire aussi la zone forestière que représente cette région. Donc c'est cette région, rien n'est fait pour la désenclaver. Si rien n'est fait pour qu'elle soit vraiment économiquement viable, bien entendu que la région a devenu un terreau fertile pour les terroristes qui peuvent se camoufler dans la forêt et qui peuvent profiter de la misère des jeunes pour souvent aussi enrôler les jeunes de la localité. C'est déplorable. Et bien sûr, avec le régime actuel, et étant comptable également, notre parti étant comptable au résultat, bilan de ce régime, la question du l'Est a été fortement posée. Et il y a eu des chantiers qui ont été engagés. Ça, je pense que en tant que fils de la région aussi, on doit être honnête. Que jamais on a vu autant de projets de désenclavement à l'Est. Mais malheureusement, au moment d'enclencher tout ça, le terrorisme tape, les entrepreneurs fuient la région. Aujourd'hui, même si tu donnes un marché de combien de milliards à quelqu'un d'aller faire une voie entre Diapaga et Lorbout, il n'ira pas. C'est ça aussi la réalité. Mais maintenant, pour revenir aux attaques récurrentes, là je me demande, est-ce que les gens à Ouaga ont conscience de ce que les populations vivent? Comment on peut même parler d'enrôlement dans la région sans avoir au préalable sécurisé la région? Vous voulez qu'on vote? Et on va voter qui? Dans comment? Ou bien on veut enrôler aussi les terroristes? Le minimum était de faire un nettoyage avant d'envoyer les enfants pour l'enrôlement. Le calendrier était connu. Et moi, je m'attendais à une opération au Taponou bis, certainement en faveur de ce calendrier électoral d'enrôlement et autres. Mais malheureusement, non. Tout est resté tranquille comme ça jusqu'à ce qu'on envoie des équipes. Donc, c'est aussi vraiment le lieu de lancer un appel au ministre de la Défense, au chef d'état-major, au ministre de la Sécurité, pour dire que la région les attend. Et ils doivent agir avant qu'il ne soit trop tard. Qu'ils ne jouent pas aux oreilles, aux sourdes oreilles. Parce que, tôt ou tard, s'ils ne réagissent pas, en tout cas, la région saura que faire. Voilà. Merci. Okay. Merci. Mais si vous avez-vous des pistes de solutions à leur proposer? Les pistes de solutions sont là, bien sûr. Il y a des pistes de solutions. Et primo, on ne peut rien bâtir avec des groupes armés, ça et là. Voilà. Donc, ce qui est sur une opération militaire s'impose. En préalable. Il faut d'abord sécuriser, il faut mettre les gens en confiance. Deuxièmement, cette confiance dans laquelle vous allez mettre les populations
vont amener les populations à collaborer. Ne demandez pas à des gens de collaborer pendant qu'ils courent le risque, après avoir filé une information, qu'on vient égorger toute la famille. Oui. Il faut qu'ils sentent que même s'ils sont menacés, le lendemain, ils auront encore du secours. Mais s'il n'y a pas ce sentiment-là, personne ne va collaborer. Donc, une opération militaire s'impose, une sécurisation s'impose, et cela va créer un climat de confiance avec les populations qui vont davantage collaborer. Et maintenant, il faut également, avec l'appel du chef de l'État aux volontaires, il y a des volontaires. La dernière fois, les gens ont marché pour dire, si vous ne pouvez pas nous sécuriser, envoyez-nous les armes. C'est pour dire quoi? Les gens sont prêts à accompagner l'armée pour défendre la région. Voilà pourquoi il dit que s'ils ne viennent pas, nous on saura quoi faire. Parce qu'on ne va pas se laisser tuer. Voilà, il faut qu'on se défende. Maintenant, par quel moyen? Peut-être même si on va se livrer les mains nues, mais en tout cas, on ne va pas s'asseoir, attendre qu'on nous égorge. Voilà. Donc, je pense qu'il faut cela. Et après cela, après avoir créé ce climat de confiance avec l'enrôlement des jeunes et des volontaires pour participer et accompagner, il faut un investissement sérieux, un investissement économique sérieux. Je vous dis, quand on regarde le potentiel de la région, honnêtement, je ne vois pas quel économiste dira que la région n'est pas viable pour qu'on investisse. Vous investissez, vous allez récolter. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas aussi rester là, même quand ce sera sécurisé, qu'on pille nos ressources et qu'il n'y ait pas de retombées pour la région. Pendant longtemps, on s'est plaint par rapport à cela. Les gens prennent des hélicos, aller taper les animaux et puis reviennent. Pas de retombées pour les rivières. Vous voulez quoi? Donc, il faut un investissement sérieux, un investissement économique sérieux dans notre région. Et cela va permettre de sécuriser vraiment la région et de tirer profit également de cette région qui est très riche. Merci. Rien que la semaine passée, vous avez tous entendu parler de l'attaque de Compiègne-Mila, où nous avons eu plusieurs dizaines de morts. Juste après, la population s'est révoltée et a marché dans la journée d'hier pour réclamer plus de sécurité à ces populations. Si vous aviez un message à leur adresser, que leur diriez-vous? D'abord, c'est présenter mes condoléances pour tous ceux qui sont tombés, prendre l'établissement à ceux qui sont blessés et dire que personnellement, je suis très sensible à leur lutte. Et la marche est légitime. La marche, elle est légitime. Et personnellement, je ne pouvais pas imaginer que comme Biga à côté, on pouvait taper de façon ouverte et en plein jour. Ça, je ne pouvais pas l'imaginer. Je ne pouvais pas imaginer qu'à 25-30 km de Fada, on ne serait pas en sécurité. J'ai eu l'occasion d'aller à Diapaga, de traverser et voir comment les zones de forte concentration comme Tanwarbourou, et puis comment c'était désert. Tu traverses, aucune âme qui vive que tu vois. Donc, c'est pour leur dire d'abord courage. Tenons bon. Je pense que nous serons entendus. Mais, il ne faut pas faire l'erreur de vouloir composer avec l'ennemi. Même si c'est au prix de notre vie, nous devons éviter cette compromission. Parce que demain, ce sera fatal pour nos enfants. C'est dur aujourd'hui, mais nous devons tenir bon. C'est dur aujourd'hui, nous devons lutter. Nous pouvons perdre des vies, ça peut arriver, mais nous devons rester nous-mêmes. Défendre notre territoire et donner de l'espérance à nos enfants qui viennent. Monsieur, Oui, bonjour. pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Donc, moi c'est